Donc bonjour tout le monde, merci déjà à Sandrine et Jean-Renaud pour l'invitation. Alors je dois avouer quand même qu'il y a un peu de pression de parler après des noms aussi connus dans le domaine, notamment Raymond, pour qui j'ai une grande admiration. Donc voilà, quand même, je passe le dernier et après toutes ces personnes-là, donc j'ai un peu la pression quand même. Donc je m'appelle Antoine Souron, moi je suis paléontologue. Je suis enseignant-chercheur au laboratoire PASSEA de l'Université de Bordeaux et je travaille sur les faunes africaines, Pléistocène. Alors pas toutes les faunes, hein, on a tous à peu près notre spécialité. Moi je travaille essentiellement sur les suidés, c'est la famille des cochons. Donc l'idée de la présentation là, c'est de présenter un peu l'environnement au sens très large du terme. L'environnement c'est en fonction de à qui vous demandez, ça va pas forcément être la même chose. Souvent pour les géologues, les climatologues, c'est quelque chose qui est justement très contraint, très restreint aux paramètres physiques, aux paramètres géographiques, aux paramètres de relief, de climat, etc. Pour un écologue, pour un paléontologue, souvent il y a aussi toute la partie qui est vraiment liée aux interactions entre espèces animales, végétales ou autres. Donc moi, dans le sens que je l'entends, c'est vraiment une définition très large. L'environnement, finalement, c'est tout ce qu'il y a autour d'un individu. Donc l'environnement de Lucie, pour moi, c'est à la fois le relief, le climat, la géographie, les plantes, les autres animaux, les parasites, etc., etc. Donc c'est un sens très très large. Alors évidemment, moi je suis paléontologue, donc j'ai quand même essentiellement basé ma présentation sur les faunes, donc sur les restes d'animaux, même si je vais parler un petit peu quand même de la flore, mais bon, après ce que nous a raconté Raymond ce matin, ça sera évidemment un regard beaucoup plus synthétique et beaucoup plus surtout béotien, puisque je ne m'y connais pas beaucoup évidemment en flore. Je n'ai pas précisé, voilà, au milieu, c'est Lucie, enfin c'est l'équivalent de Lucie reconstruit à Taïwan, puisque j'étais à Taïwan il n'y a pas longtemps, juste pour dire que voilà, Lucie est vraiment célèbre partout dans le monde et qu'on la trouve où qu'on aille, sur tous les continents. Donc ce que je vais raconter, c'est essentiellement basé sur les deux petits dossiers qu'on a publiés avec des collègues, Jean-Renaud Boisserie, Sandrine, Raymond, Doris Barboni, dans ces deux numéros que Sandrine a déjà présentés. Donc si vous voulez avoir plus d'informations, c'est essentiellement la même chose, à quelques petites différences près. Je commence à parler rapidement de végétation. La végétation, on en a déjà parlé pas mal aujourd'hui. La végétation en Afrique, finalement, là vous avez une carte à gauche qui est ce qu'on appelle des biomes, donc des grandes régions de végétation qui sont en grande partie, pas totalement, mais en grande partie définies par le climat, par les précipitations, par le degré de saisonnalité, par les migrations des masses atmosphériques. Donc, tout ça, on le connaît assez bien actuellement. Juste pour dire que vraiment, quand on veut faire un lien direct entre climat et environnement, c'est évidemment, idéalement, en passant par la végétation. Donc tout le travail de Raymond et de ses collègues, là, à partir de tout un tas de restes paléobotaniques, des restes de bois, de fruits, des feuilles. Plus fréquemment, évidemment, elle nous a parlé essentiellement des pollens, hein, c'est l'outil de prédilection. Voilà, ça reste quand même, quand on parle d'environnement, de paléo-environnement, ça reste quand même l'outil idéal si on en a. Alors, elle l'a bien dit par contre dans sa présentation, Raymond, que finalement, dans beaucoup de sites, on n'a pas forcément exactement les restes de vertébrés, de mammifères, d'hominidés au même endroit que les pollens. Et elle a aussi bien mentionné qu'il y a tout un tas de problèmes méthodologiques qui sont assez compliqués, qu'on ne passe pas si facilement que ça d'un diagramme d'abondance pollinique à une reconstitution quantifiée des environnements. Je vais vous dire exactement la même chose pour les vertébrés, hein. On a sensiblement les mêmes soucis, et ça reste des questions très très complexes, très compliquées, très complexes. Donc voilà, idéalement, si on a des restes de pollen, on peut présenter par exemple ce genre de reconstitutions qui sont là, dans ce cas précis, une reconstitution totalement artistique, hein, c'est une vue d'artiste de ce qui se passe par exemple dans la vallée de l'Omo, un endroit aussi où Raymond a beaucoup travaillé, elle en a parlé un petit peu ce matin. Donc juste la tendance générale qu'on peut retenir, c'est qu'au cours du temps, on a tendance à avoir de plus en plus de savanes à herbacées en Afrique orientale, et ça se passe essentiellement la transition après 3 millions d'années. Donc la période où on a Lucie, avant 3 millions d'années, on a tendance à considérer qu'il y a beaucoup encore de couverts forestiers, assez humides. Et par contre, après 3 millions d'années, il y a vraiment des grands changements climatiques globaux qui se font à l'échelle de la planète. On a vraiment, à partir de 3,3, etc., on a des mises en place de calottes glaciaires au pôle Nord. Et c'est à partir de ce moment-là que le climat global devient beaucoup plus froid et qu'en Afrique, ça commence à devenir beaucoup plus sec, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus herbacé.
Donc si on avait vraiment un registre fossile très très bon en termes de plantes, ben, on serait sans doute capable de proposer des choses beaucoup plus précises pour directement regarder qu'est-ce qui se passe en termes de végétation. Mais comme on a finalement un registre qui n'est pas si bon que ça, on a assez souvent besoin d'aller regarder aussi ce qui se passe dans d'autres types de fossiles qui sont assez abondants dans les sites, et c'est notamment les fossiles de vertébrés. Alors pour en finir avec la flore, hein, parce qu'encore une fois, je ne suis pas spécialiste, mais voilà le résumé en une diapo de ce que j'ai retenu du travail qu'on a fait avec, notamment avec Raymond. Voilà, on a tout un tas de pollen qui montrent bien que quand on trouve l'espèce Australopithecus afarensis en Afrique orientale, sur quasiment 1 million d'années, ben on a en fait des paysages en termes de végétation qui sont assez variables à la fois dans le temps et dans l'espace. On n'a pas exactement les mêmes végétations à 3,6 millions d'années, à 3,3 millions d'années, à 2,9 millions d'années. On n'a pas exactement les mêmes végétations en Éthiopie, dans la dépression de l'Afar, et en Tanzanie, sur les sites de l'Étolie. Par contre, on peut quand même retenir des choses assez intéressantes, ce qu'a encore une fois mentionné Raymond ce matin, qu'il y a beaucoup d'arbres tropicaux, pour beaucoup d'entre eux qui correspondraient à des espèces actuellement qu'on trouve plutôt en montagne. Que globalement, les graminées, hein, Raymond a bien mentionné que c'est très compliqué de quantifier vraiment, mais en tout cas, il y a une abondance qui a l'air d'être assez variable. Il y a des périodes où il y a beaucoup de graminées, il y a des périodes où il y en a moins. On verra chez les mammifères qu'il y a beaucoup de mammifères, en tout cas, qui ont l'air d'être adaptés à manger ces herbacées. Profusion de plantes de marécage. On verra aussi qu'il y a beaucoup de vertébrés aquatiques dans ces sites. Et finalement, en tout cas, la conclusion qu'a répété plusieurs fois Raymond, qu'il y a une végétation qui est quand même très très différente de ce qu'on a évidemment actuellement, qui est plutôt une végétation de type subdésertique. Donc voilà, je n'irai pas beaucoup plus loin sur ces aspects de flore, encore une fois, parce que je ne m'y connais pas beaucoup. Ensuite, la suite de la présentation, c'est plutôt, voilà, qu'est-ce qu'on a comme animaux, en plus de l'Australopithecus afarensis, dans ces environnements-là, qui sont assez variables en termes de végétation. Et on va voir en fait qu'il y a des animaux très différents, très diversifiés, et qu'ils ont des régimes alimentaires très diversifiés qui correspondent en grande partie à ces abondances et à cette biomasse de plantes qui est elle-même très diversifiée. Donc voilà par exemple ce qu'on trouve à Hadar, en termes de nombre de spécimens de vertébrés. Donc on a vraiment des conditions géologiques qui sont propices à la fossilisation. Donc on a beaucoup de restes de vertébrés. Alors on a toujours un peu des biais, on a tendance à parler beaucoup de mammifères, hein, donc je ne vais pas déroger à la règle, j'ai parlé essentiellement de mammifères. Mais sur le graphe que vous avez à gauche, par exemple, vous avez le nombre de spécimens par famille, avec des familles que vous connaissez, voilà, les girafes, les hominidés, les singes, les chevaux, les éléphants, les cochons, les hippopotames, les rhinocéros, les hyènes, les félins, d'autres types de carnivores, des types d'éléphants un peu étranges qui ont totalement disparu, j'en parlerai un petit peu après. On parlera aussi, pour faire une exception, pas que de mammifères, notamment avec les crocodiles qui sont aussi assez abondants à Hadar. Donc ce qu'on voit là-dedans, c'est assez intéressant. On voit qu'il y a essentiellement des bovidés, en termes de... Le groupe qui domine vraiment en termes de spécimens, c'est les bovidés. Et ensuite, il y a beaucoup de gros herbivores de type suidés, éléphantidés, etc. Et finalement, évidemment, les hominidés sont relativement peu présents, même s'ils sont sans doute assez intéressants en termes d'interaction biotique ou autre. Là aussi, ce que je voudrais essayer de mettre en avant dans la présentation, c'est que finalement, de plus en plus, on s'intéresse non pas seulement à l'influence des paramètres de type climatique, par exemple, sur la répartition des espèces, mais on essaye, parce que c'est compliqué, avec nos données qui sont relativement fragmentaires aussi, d'essayer d'identifier, de reconstituer c'est quoi les relations qu'on a en termes d'écologie entre les différentes espèces. Donc c'est là que je reviens à ma définition très globale de l'environnement. L'environnement, c'est pas qu'un paysage, c'est aussi finalement tous les individus animaux qui sont autour, que ce soit d'ailleurs de la même espèce que vous ou d'autres espèces. Donc on a tout un tas d'interactions écologiques, prédation, compétition, mutualisme, parasitisme, etc., qu'on peut essayer de reconstituer dans le registre fossile, même si c'est très très compliqué en termes de méthode. Donc là, ce que vous avez en bas à droite, c'est un essai. Ça ne concerne pas Hadar, ça concerne un site tanzanien, mais c'est des essais de modélisation de réseaux trophiques. Donc on essaie de comprendre quels taxons, quels carnivores ont consommé quel type de proie. Donc là, ce que vous avez sur le graphe, c'est les petits points rouges à droite. Là, c'est des grands carnivores, Dinophélis, Panthera, Crocuta, le genre Homo, etc. Et ce que vous avez tout autour en vert, ce sont les proies qui sont classées par ordre de taille croissante.
Donc là, c'est des reconstitutions assez théoriques et qui sont assez compliquées à valider. Ça n'a pas encore été fait vraiment, à ma connaissance, sur radar, mais ça sera sans doute fait dans les années qui viennent. Et ça pourrait permettre de comprendre quelles sont les proies qui sont consommées par les différents types de prédateurs, y compris potentiellement l'humain. L'humain, enfin, l'hominidé à cette période-là, qui est sans doute d'ailleurs dans les deux catégories, proie et prédateur. Ce que je vais essayer de montrer dans les diapos qui suivent, c'est que finalement les faunes qu'on a à cette période-là, elles ressemblent aux faunes actuelles dans le sens qu'on a quasiment toutes les mêmes familles qu'actuellement. Il y a une ou deux familles qui n'existent plus actuellement, qui ont disparu, j'en parlerai. Mais globalement, on a quand même essentiellement les mêmes familles. Par contre, quand on s'intéresse aux détails, en termes de structure écologique, en termes de masse corporelle, on a des faunes qui sont finalement très très différentes des faunes actuelles, mais aussi même très différentes des faunes un peu plus récentes, les faunes qu'on a par exemple après 2 millions d'années, et sont très très différentes de ce qu'on a à l'époque de Lucie. Et avant de partir vraiment sur c'est quoi les faunes qu'on a dans ces périodes-là, un point que Sandrine a assez bien mis en avant dans sa présentation à elle, voilà, on est les paléontologues comme les paléanthropologues, on a finalement une boîte à outils de plus en plus diversifiée. On a des méthodes de plus en plus variées. Alors, c'est pas un remplacement, hein. On n'a pas des méthodes anciennes qui ont été remplacées par les méthodes nouvelles. Je pense qu'il y en a certains qui ont cette image un petit peu des fois. C'est plutôt vraiment une expansion de la boîte à outils qui est disponible pour le paléontologue. Donc, on continue à faire les choses classiques que Johansson et ses collègues faisaient déjà en 1978. C'est toujours d'actualité, c'est toujours hyper pertinent. Mais à ça, on va rajouter d'autres outils qu'a déjà mentionné Sandrine. Donc voilà, par exemple, en haut à gauche, là, c'est tout ce qui est lié à la biogéochimie. Donc là, on est capable vraiment avec des machines qui sont extrêmement coûteuses, extrêmement sophistiquées, qui viennent de la chimie. On est capable d'aller mesurer une par une les molécules de carbone qui sont plutôt lourdes ou plutôt légères, avec des différences de masse qui sont vraiment extrêmement petites. Et en fonction de ça, on est capable de comprendre mieux ce qui se passe en termes, par exemple, de cycle du carbone, de fractionnement dans les différents types de plantes. Et ça va nous aider notamment à comprendre, par exemple, ce qui se passe en termes d'alimentation. Donc là, l'exemple que je ne détaille pas, mais on a une canine d'hippopotame. Le long de la canine d'hippopotame, on fait tout un tas de petits trous dans les mailles. Et pour chaque petit trou, on va avoir une valeur de carbone, un ratio carbone 13 sur carbone 14, qui correspond plus ou moins directement, c'est pas si direct que ça, à l'alimentation de l'animal. Et donc là, comme on fait des trous tout le long de la canine, en fait, on suit l'alimentation de l'animal au fur et à mesure des saisons. Et on peut voir, par exemple, que les hippopotames ont tendance à consommer plus d'herbacées pendant les saisons sèches, et moins d'herbacées pendant les saisons humides. Ça, c'est sur un hippopotame actuel. Ça marche évidemment sur les hippopotames fossiles. Et en ce moment, je pense qu'il y a une étudiante kenyane qui est en train de faire ça exactement sur les hippopotamidés d'Adar. Les autres méthodes que Sandrine a mentionnées aussi, hein, donc je vais aller assez rapidement. Micro-ésio dentaire, voilà, on va vraiment regarder la surface des dents à une échelle extrêmement petite, à l'échelle inframicrométrique. Et on va être capable de mesurer précisément des stries, des dépressions à la surface de la dent qui sont en grande partie reliées aux propriétés mécaniques des aliments qui sont consommés. Donc ça, c'est avec des microscopes confocaux, qui sont des microscopes aussi assez puissants, assez chers. Et donc tout ça, c'est des développements méthodologiques qui viennent à la base plutôt de la physique, de la caractérisation des matériaux, et qui ont été ensuite adaptés pour des applications paléontologiques. Et là, pareil, c'est un rappel, parce que je pense que ça a été mentionné plusieurs fois dans la journée, l'imagerie 3D, qui vient plutôt des sciences médicales à la base et de la physique, nous permet évidemment de regarder à l'intérieur des os et d'avoir accès à des structures qu'on ne pouvait pas voir avant le développement de ces méthodes. Donc là, l'exemple que j'ai mis, c'est un os pétreux, c'est un petit os qu'on a au niveau à l'intérieur du crâne, au niveau de l'oreille. Et à l'intérieur, cette structure particulièrement intéressante, l'oreille interne, qui est impliquée dans tout un tas de fonctions, y compris l'équilibre et l'audition chez les mammifères, enfin chez les vertébrés de manière générale. Donc voilà, on a accès à des choses auxquelles on n'avait pas accès avant, et ça permet sans doute d'améliorer tout un tas de choses en termes d'interprétation paléobiologique, taxinomique, phylogénétique, etc. Même si je pense que Sandrine l'a assez bien montré aussi, que ça reste très compliqué, même avec ces nouvelles méthodes. On n'est pas forcément toujours plus avancé. On a souvent même plus de nouvelles questions qui arrivent que de réponses vraiment définitives. Donc j'insiste, hein, l'image un peu poussiéreuse que certains ont de la paléontologie, des fois, le paléontologue, il n'est pas que sur la table en train de regarder des ossements. Il fait ça, évidemment. Mais il y a aussi toutes ces méthodes qui viennent finalement de la physique, de la chimie, qui ont été adaptées pour la paléontologie. Donc là, je vais un peu plus vraiment dans le détail les faunes qu'on a contemporaines de Lucie, elles ressemblent à quoi? Donc déjà, elles ont une abondance de méga-herbivores assez importante.
Donc les méga herbivores, alors, les définitions peuvent varier, mais on peut considérer que souvent c'est les espèces qui sont avec un poids supérieur à 1000 kg. Donc ça va être essentiellement les proboscidiens, donc c'est les éléphants et leurs cousins, les hippopotames, les rhinocéros. Là vous avez quelques exemples, un crâne d'éléphantidé, potentiellement un mammouth qui a été trouvé à Hadar, qui est en train d'être dégagé sur la photo par Claude Guillemot, que Raymond a mentionné ce matin. Un crâne d'hippopotame que vous avez en haut à droite, là. Donc là, c'est des animaux herbivores qui sont en plus semi-aquatiques, donc c'est une écologie assez particulière. Et à Hadar, on avait beaucoup de vertébrés semi-aquatiques, comme dans tout un tas de sites. Hein, ils sont particulièrement bien préservés, en partie parce qu'ils sont semi-aquatiques. Ils vivent en partie là où ensuite on va avoir accumulation de sédiments et formation de fossiles. Et le dernier exemple, là, je parlais de ces familles qui ont totalement disparu actuellement. Donc on trouvait à l'époque en Afrique orientale, notamment dans les sites de Lucie, là, les dénotères. Donc ça, c'est une famille différente, les dénotéridés, qui sont des cousins des éléphants, ce qu'on appelle les éléphantidés qu'ont donné les éléphants actuels, et également leurs cousins disparus, les mammouths par exemple. Et chez les dénotères, c'est des bestioles assez bizarres, dans le sens où elles ont les défenses qui sont non pas comme chez les éléphants actuels, au niveau du crâne, mais ils ont des défenses qui sont plutôt implantées au niveau de la mâchoire inférieure, la mandibule. Donc les défenses, c'est des dents enfin c'est des dents que tout le monde a en fait, c'est des incisives. Hein, vous avez des incisives évidemment, mais elles sont pas en forme de défense. Mais chez les éléphants, voilà, c'est assez varié. On a des spécimens, on a des taxons qui ont des défenses en haut, certains qu'on a en bas, comme les dénotères. Il y avait même d'autres éléphants qui avaient des défenses en haut et en bas. Donc voilà, les dénotères, ils étaient de très grande taille, ils avaient ces défenses assez étranges, et ils avaient un régime alimentaire très spécialisé. Ils consommaient essentiellement des feuilles d'arbres. Et tous les sites en Afrique où on trouve du dénotère, ils consomment toujours à peu près la même chose. Et on le voit assez bien à la fois au niveau des analyses chimiques, de l'usure des dents, de la morphologie dentaire, etc. Si on regarde côté carnivore, il y a aussi des grands carnivores, donc ils ne dépassent pas la tonne, les grands carnivores, mais c'est quand même des belles bêtes qui peuvent dépasser facilement 100 kg, 200 kg, dans certains cas 300 kg. À Hadar, il y a tout un tas de grands carnivores, notamment des félins dents de sabre, et aussi des loutres, qui sont des loutres, on va dire, géantes. Et ces deux groupes, c'est aussi assez représentatif de ces extinctions qu'on a. Les faunes avant 3 millions d'années, ces groupes-là, ils sont assez abondants. Et ensuite, les faunes plus récentes, après 2 millions d'années, 1,5 million d'années. Et actuellement, on ne trouve plus ce genre de taxons. Donc ça, c'est des niches écologiques qui n'existent plus actuellement, alors qu'elles étaient bien présentes, bien occupées à l'époque de Lucie. Le tigre à dents de sable, enfin les félins à dents de sable, je pense que vous connaissez tous, hein, c'est assez connu, on les voit un peu partout. Le genre Homotherium, par exemple, là, dans ce papier de Mauricio Anton, là, vous avez un crâne, alors qui ne vient pas de Hadar, hein, je ne pense pas qu'il y ait des spécimens aussi complets à Hadar. Mais on voit bien la morphologie assez particulière de ces grands carnivores qui ont des canines vraiment surdéveloppées, qui sont des canines assez différentes d'un lion, d'un tigre actuel, dans le sens où les canines d'un lion, d'un tigre actuel sont très coniques, avec une très bonne résistance à des forces de compression ou d'extension, alors que les canines des félins à dents de sable sont plutôt aplaties médiolatéralement, donc un peu comme des couteaux. Et donc elles sont plutôt fragiles, en tout cas pour certaines contraintes, notamment des contraintes latérales. Et donc là, il y a beaucoup de travaux sur comment est-ce qu'on comprend qu'est-ce que faisait cet animal. Et en fait, on se rend compte qu'il est sur une niche écologique assez différente d'un félin actuel, et notamment la manière dont il va tuer l'animal est très différente. Le félin actuel, essentiellement, il va mordre au niveau de la nuque, ou il va étouffer l'animal au niveau de la gorge ou au niveau du museau. Et si l'animal se débat, ça ne va pas poser de risque au niveau des canines. Alors que le félin à dents de sable, il avait plutôt des pattes très très puissantes, des pattes antérieures très puissantes pour vraiment bloquer l'animal qui ne bouge plus, et ensuite enfoncer les canines au niveau des parties molles pour qu'il ne risque pas de se casser les canines, donc plutôt au niveau du ventre ou au niveau de la gorge. Donc voilà, c'est un type de prédation qui n'existe plus vraiment actuellement. Les loutres géantes, c'est assez particulier, hein, je pense que vous voyez tous les loutres qui sont plutôt des animaux semi-aquatiques de petite taille actuellement. En fait, on se rend compte que dans ces sites-là, on a des loutres de très grande taille. Celle-là, là, que vous avez en photo en bas, là, elle a été décrite dans l'Homo. On n'est pas à Hadar, mais on n'est pas si loin que ça. Et on a estimé qu'elle pouvait faire dans les 200 kilos, une belle bête. Vous avez une reconstitution là, par rapport à la taille, par rapport à un Australopithèque, par exemple.
Et celle que vous avez tout en haut, par contre, elle est sur un site très proche de Hadar, là c'est Dikika, dont on a déjà parlé, et à Hadar, il y a des espèces qui ressemblent aussi beaucoup. Donc c'est l'outre géante. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que les collègues qui ont publié ça, là, les collègues de Poitiers, ils ont montré notamment avec des approches chimiques, avec la mesure des isotopes stables, que ce ne sont pas des animaux semi-aquatiques, c'est des loutres totalement terrestres, et qui avaient un régime alimentaire qui était similaire aux grands carnivores terrestres qu'on connaît bien, les hyènes et les félins à dents de sable, par exemple. Donc voilà, on est vraiment sur une niche écologique qui est très différente, qui n'a pas vraiment d'équivalent actuel. Actuellement, il n'y a pas de loutre qui est très très terrestre, ou en tout cas, on n'a pas de loutre de très grande taille qui est vraiment adapté à un milieu terrestre. Et là, donc encore une fois, ces groupes-là, ils sont éteints et on ne les retrouve plus. Là, je passe un peu à ma spécialité, là, notamment pour parler un peu du lien qu'on a entre les expansions de graminées. Donc on sait qu'on a des savanes à herbacées qui commencent à se développer, elles sont assez compliquées à quantifier, mais en tout cas, il y a de la graminée. Les graminées, c'est des plantes qui sont assez abrasives, qui vont user les dents des herbivores de manière assez importante, notamment parce qu'elles vont contenir beaucoup de silice, soit de la silice à l'intérieur du tissu de la plante, ce qu'on appelle les phytolithes, soit de la silice à la surface de la plante, notamment quand vous avez des poussières minérales qui vont être transportées depuis les déserts et qui vont venir se déposer sur la plante. Donc dans tous les cas, en tout cas, on a des adaptations particulières pour manger des plantes graminées. Souvent, c'est des animaux qui ont des dents très hautes. Donc moi, c'est un peu ce que j'étudie le plus chez les suidés, c'est comment est-ce qu'on passe des suidés qui sont omnivores, qui ont des dents toutes petites, qui mangent un peu tout et n'importe quoi, comme un sanglier chez nous, à des suidés qui sont de beaucoup plus grande taille et qui ont des dents très bien adaptées à manger vraiment essentiellement de la plante herbacée de type graminée. Et donc Hadar, pour ça, c'est un bon exemple. On a un suidé de toute petite taille, c'est celui que vous avez à droite en bas. Donc ça, c'est le Colpocerus afarensis. Il a le même nom d'espèce que Lucie, mais ce n'est pas évidemment le même genre. Donc le Colpocerus afarensis, il est assez petit, il doit faire la taille de certaines espèces actuelles, la taille d'un potamochère ou d'un petit sanglier de chez nous, là. Et c'est un omnivore qui vit sans doute plutôt dans la forêt. Encore une fois, tout ça, on le sait grâce aux analyses de micro-usure dentaire, d'isotopes stables du carbone, etc., plus la morphologie. Et en plus du Colpocerus afarensis, il y a deux suidés qui sont de très grande taille. Là, encore une fois, on est sur des questions aussi d'extinction, c'est-à-dire que c'est des suidés qui appartiennent à une sous-famille qui n'existe plus actuellement, qui a un nom totalement barbare, les tétraconodontinés. On aime bien les noms barbares en paléontologie. Mais peu importe, en tout cas, ces grands tétraconodontinés, ils sont totalement éteints, ils n'ont pas donné de descendants. Alors que le petit Colpocerus, il a donné des descendants actuellement qu'on trouve encore dans les forêts équatoriales en Afrique. Le Notocherus euilus et le Nyanzacherus canamensis, on les trouve de manière très abondante à Hadar, et ils ont des adaptations particulières, notamment le Notocherus qui est vraiment adapté pour manger des herbacées graminées. Et ça se voit surtout au niveau de la troisième molaire, là, qui correspond à la dent de sagesse, qui est très allongée, très haute, avec beaucoup de replis d'émail qui permettent vraiment de mastiquer les herbacées de manière efficace. Donc vous voyez un peu la taille sur les diapos, là vraiment le crâne du Notocherus, il est quasiment 2 fois plus grand, ou un peu plus même que le crâne du Colpocerus, c'est vraiment une grosse bestiole. On a un peu des difficultés à vraiment estimer précisément la masse corporelle, mais c'est sans doute des animaux qui faisaient plus de 300 kg sans aucun souci, donc quand même des gros cochons, quoi. Le Nyanzacherus, c'est un peu plus particulier, il a des troisième molaires qui sont allongés, mais pas autant que le Notocherus. Il a des prémolaires qui sont encore assez robustes, et on pense notamment qu'il utilise peut-être ces prémolaires comme des marteaux pour casser des objets très durs. Donc là, on serait sur un régime alimentaire un peu mixte, peut-être, pas purement omnivore, pas purement herbivore comme le Notocherus, avec un peu plus de versatilité et de variabilité, quoi. Bon, en tout cas, on a vraiment là un bon exemple chez les suidés, c'est le cas d'autres groupes vraiment. On a le partage des niches écologiques en fait dans un même site entre des bestioles qui n'ont pas la même taille, qui n'ont pas le même régime alimentaire et qui ne font pas la même chose dans l'environnement. Alors je reviens à ma Lucie taïwanaise là, vous allez dire c'est quoi le rapport avec la faune? Bon, déjà il y a un rapport, on appartient à la faune évidemment, c'est Lucie, une espèce animale au sein de la faune. Mais par rapport à mes histoires de graminées, là, finalement, ce petit carré jaune dans Lucie, là, je pense, la reconstruction de Lucie qu'on voit tout le temps, il y a ce petit carré jaune. Alors, ce petit carré jaune, en fait, c'est un bout de vertèbre qui est assez fragmentaire et qui a été pendant très longtemps placé dans le squelette de Lucie. C'est assez intéressant, il y a des collègues qui ont suggéré en 2015 que finalement, ce petit bout de vertèbre, il appartenait pas en fait à Lucie, il appartenait à un singe théropithèque. Donc je trouve ça assez intéressant.
pour mon exposé parce que les singes théropidex, ça fait partie de ces espèces-là qui sont très abondantes à Hadar et dans les sites de la même période et qui sont vraiment des mangeurs de graminées. Donc c'est des singes très particuliers qui n'ont pas beaucoup d'équivalents actuels parce qu'il y a très peu de singes qui sont vraiment adaptés à manger essentiellement de la graminée. Donc voilà les théropithèques fossiles que vous trouvez à Hadar. En haut à gauche, là, ça c'est des photos transmises par le collègue Stephen Frost, qui est vraiment un spécialiste. Ils étaient très abondants. Ils ont des dents très particulières chez les primates qui sont assez hautes, qui ont une sorte de lophodontie, donc des crêtes d'émail très prononcées. Ils ont aussi une morphologie au niveau du post-crânien, au niveau du squelette qui est très particulière, avec notamment une main qui est très agile. C'est le singe cercopithèque qui a la main avec le pouce le plus long et le plus agile. Ils sont vraiment capables de manipuler les herbacées, les plantes de manière très habile. Et donc voilà, c'est vraiment un animal qui était sans doute, comme le théropithèque actuel, le seul qui reste encore, qui est présent dans les hauts plateaux éthiopiens. Un animal qui mangeait sans doute essentiellement de la graminée. Donc ça, encore une fois, c'est une niche écologique très particulière qui n'existe quasiment pas chez les primates, à part justement chez la seule espèce qui reste du genre Théropithecus, qui est le Théropithecus gelada. Donc là, c'est encore une fois une particularité intéressante de ces faunes, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de graminées, on a beaucoup de mangeurs de graminées qui ne sont pas des bovidés. Donc c'est des cercopithécidés, des singes, c'est des suidés, c'est tout un tas de groupes. Et dans les périodes plus récentes, par contre, après 3 millions d'années, vraiment, on a les bovidés qui vont exploser, qui vont devenir de plus en plus abondants. Là, c'est ce qu'on voit sur ce graphe. On voit que en fait, les suidés en orange, là, ils deviennent de moins en moins abondants. Et les bovidés, ils deviennent de plus en plus abondants, essentiellement après 3 millions d'années. Et donc, c'est vraiment une grande différence entre ces faunes-là. Les faunes de Lucie, on a déjà des bovidés très abondants, mais il y a beaucoup de mangeurs de feuilles ou de fruits. Et il y a finalement relativement peu de mangeurs de graminées. Et après 3 millions d'années, par contre, la niche écologique des mangeurs de graminées, c'est essentiellement les bovidés. Et dans une moindre mesure, les autres groupes là, qui restent quand même assez abondants, mais qui vont devenir de moins en moins abondants, de moins en moins importants. Donc je passe sur les détails, pourquoi, etc. C'est assez compliqué, mais en tout cas, il y a des questions intéressantes en termes de changement écologique. Voilà, j'ai dit que je ne parlerai pas que des mammifères, donc voilà, j'arrive un peu à la partie reptilienne de la présentation, là, les crocodiles, qui sont quand même un groupe particulièrement intéressant. Les crocodiles notamment intéressants parce qu'ils ont sans doute un rôle assez important d'accumulateur d'ossements. Donc pourquoi on a beaucoup de restes fossiles dans les sites lacustres, fluviatiles, etc. Sans doute en grande partie parce que les crocodiles, ils mangent tout un tas de bestioles et ils vont ensuite accumuler les carcasses directement très proches de la rivière ou même dans la rivière. Donc là, à Hadar, on a simplement ce genre, là, Crocodilus, qui est le même genre que le crocodile du Nil actuel, par exemple. C'est comme des belles bêtes. Hein. Ce crâne-là, il fait environ 70 cm de long. Chez les crocodiles, il y a une règle relativement simple. Vous prenez la taille du crâne, vous multipliez par 7, et globalement, vous avez la longueur du corps. Donc 7 x 7, 49. J'ai bon là? Je connais assez mal mes tables de multiplication. Donc voilà, ça devait être une bestiole qui devait faire à peu près, c'est une estimation, à peu près 5 mètres de long. Ce que vous avez en haut à droite, c'est intéressant aussi, c'est une bonne illustration aussi de la préservation exceptionnelle qu'on a à Hadar, là, que Raymond a bien décrit ce matin aussi, avec une ponte d'œufs. Et on pense que cette ponte d'œufs, elle appartient à des crocodiles. Donc ça, c'est des fossiles qu'on ne trouve pas tous les jours dans tous les sites, c'est vraiment des fossiles exceptionnellement rares. Alors les fossiles, les crocodiles, on voit leur action finalement pas que grâce aux restes de crocodiles, les restes crâniens, les restes post-crâniens, les restes dentaires. On voit aussi leur action sur les autres ossements grâce à leurs traces de morsures. Donc ça, c'est tout un champ de la paléontologie qui est pas mal en développement aussi, là, qu'on appelle la taphonomie. Et on va notamment s'intéresser à la surface des os et aux traces qu'on va voir. Et on peut voir tout un tas de traces. On peut voir des traces de morsures, on peut voir des traces de découpe par des outils en pierre taillée. On peut voir des traces de racines, on peut voir des traces d'invertébrés, on peut voir tout un tas de traces. Donc là, c'est un exemple, vous avez un os de bovidé, je pense, avec tout un tas de traces de morsures, sans aucun doute de crocodile. Donc c'est ça ce qui est intéressant dans ces niveaux-là, il y a beaucoup de traces de crocodile. Il y en a qui sont vraiment évidentes. Là, vous avez des traces en haut à gauche, là, des traces très courbes comme ça. Là, c'est vraiment des sillons très courbes. C'est vraiment typique de ce que vous avez pour les crocodiles. Les perforations, j'ai plus vraiment le terme en français là, mais les punctures en anglais, sur les os aussi, qui sont très typiques là. Ce que vous voyez, c'est des perforations sur des os de suidés,
Et ce qu'on voit, c'est des sortes de trous. Et sur chaque côté du trou, il y a deux petites parties un peu plus fines. Et ça, c'est vraiment les perforations laissées par les dents de crocodile. Là, vous avez à droite une dent de crocodile où on a des... Enfin, c'est pas la dent entière, c'est vraiment l'extrémité de la dent. Et on a ce qu'on appelle des crêtes qui sont vraiment en relief sur le côté de la dent, qu'on appelle des carènes. Et ça serait ces carènes qui laisseraient ces petites traces un peu sur le bord des perforations, là. Alors, qui ne sont pas faciles à voir sur la photo, mais croyez-moi sur parole. Donc voilà, ça c'est des traces plutôt évidentes pour un paléontologue, pour un taphonomiste. Il voit ça, il est à peu près sûr que c'est une bestiole qui a été boulottée par des crocodiles. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve aussi des traces qui sont moins évidentes, et notamment des traces qui sont très allongées, très droites, avec des bords vraiment très, très réguliers, avec des profils transverses qui ressembleraient à des V. Et ces traces-là, en fait, vous les montrez à des spécialistes de l'archéologie, ben, ils vous diraient ah, ça ressemble quand même beaucoup à des traces de découpe. Donc il y a quand même toute une discussion en ce moment sur comment est-ce qu'on est vraiment capable d'identifier des traces de morsures de crocodile à 100%, et surtout comment est-ce qu'on est capable de les différencier ou pas de potentiels stries de découpe. Donc là, Sandrine en a déjà parlé de manière assez optimiste à mon avis, mais voilà, il y a ces traces de Dikika, là, 3,4 millions d'années, qui sont très très fortement critiquées quand même par beaucoup de collègues, potentiellement parce qu'il y en a qui pensent que ça pourrait ressembler plutôt à des traces de morsures de crocodile. Il y a d'autres collègues aussi qui pensent que ça serait plutôt des traces de piétinement, donc là plutôt de l'action des frottements entre le sédiment, entre les particules minérales et l'os, qui sont formées quand l'animal va piétiner le sol dans lequel l'os est enterré. Donc il y a vraiment beaucoup de débats là en ce moment et beaucoup de développements méthodologiques, notamment avec la microscopie, pour essayer vraiment de trouver une réponse satisfaisante à ces questions-là. Là, on parle d'équifinalité, c'est quand on a différents agents qui peuvent former les mêmes traces et on n'est pas forcément capable de les déterminer à 100%. Donc notamment dans la salle, il y a Bisrat Araya là, tout au fond. Bisrat, salamlo, qui fait sa thèse en ce moment à ce moment à Bordeaux et qui travaille beaucoup sur cette question-là, là, sur comment on différencie à 100% des traces de crocodile de traces faites avec des outils en pierre taillée. Donc la question est évidemment super intéressante, puisque Sandrine l'a dit, il y a ces outils à l'Omekwi, là, dans des périodes de temps assez similaires. Mais est-ce que ça, c'est vraiment de la trace de découpe d'Afarensis, ou c'est simplement un croco qui est passé par là, qui a découpé, boulotté, et ça fait des traces qui ressemblent à de la découpe? Je ne suis pas sûr qu'on puisse être aussi sûr que ça à ce moment-là. Et je suis comment au niveau temps, là, Sandrine? Ça va? Ah bah, c'est bon, j'ai presque fini, donc on est large. Donc je terminerai sur cette diapo-là, là, qui est aussi assez intéressante. C'est un papier qu'on a fait avec certains collègues là, en 2022, notamment Corentin Gibert, Anaïs Vignol, qui sont des jeunes collègues qui travaillent beaucoup en modélisation de niche, en modélisation climatique. Alors, s'ils étaient là, peut-être ils me diraient que je n'utilise pas exactement les bons termes. Je pense qu'ils parleraient plutôt d'enveloppe climatique, ils parleraient de simulation d'habitabilité, ce qui est, je pense, un mot qui n'existe pas vraiment en français, c'est un peu... voilà. Mais en tout cas, si j'essaye d'expliquer ça avec des mots simples, on prend les occurrences connues des australopithèques. Là, dans ce cas précis, c'était entre 4 millions d'années et 3 millions d'années. Et on va ensuite croiser ces informations d'occurrence avec les informations climatiques qu'on a. Et donc les informations climatiques qu'on a, c'est déjà elles-mêmes des résultats de modèles la plupart du temps. On va avoir des données climatiques. Et ces données climatiques elles vont être ensuite utilisées dans des modèles pour ensuite simuler les climats sur l'ensemble de l'Afrique, par exemple, sur la période entre 4 et 3 millions d'années. Et donc une fois qu'on a le paléoclimat extrapolé sur l'Afrique à différentes périodes, à différents endroits de l'Afrique, on va ensuite essayer de comprendre qu'est-ce qui explique le fait qu'on ait des occurrences d'australopithèques dans l'Afar, à l'Éthiopie, en Afrique du Sud, au Tchad, etc. Et donc à partir de là, ils sont capables de définir une zone climatique habitable, une zone de végétation, une zone de climat qui correspond vraiment à ce qui serait préféré par l'australopithèque. Donc sur la carte, c'est ce que vous avez en rouge-orange là, ça serait les zones reconstituées, modélisées d'après l'algorithme, qui correspondraient à ce que, en termes de climat, de végétation, et je vous ai dit que la végétation est évidemment très liée au climat, ce qui correspondrait vraiment à ce que l'australopithèque préfère. Alors sans distinction d'espèces, hein, on a mis tous les australopithèques dans l'algorithme, ceux du Tchad, ceux d'Afrique du Sud, ceux d'Éthiopie, ceux du Kenya, de Tanzanie, etc. Alors ce qui est
intéressant, je sais qu'on a eu pas mal de discussions avec Raymond et qu'il n'est pas forcément d'accord sur ces aspects-là, mais c'est intéressant de voir aussi que les scientifiques, évidemment, ne sont pas toujours d'accord entre eux. C'est ça qui est marrant aussi. Mais voilà, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a l'impression qu'en fait, ce qui est modélisé par l'algorithme, ce sont essentiellement des zones qui sont des zones relativement sèches. Donc vraiment de la savane assez sèche, pas subdésertique non plus, mais plutôt sèche. Donc on a vraiment ces bandes là au niveau du Sahel qui correspondra à ça. Et donc ça, c'est un petit peu en désaccord, en tout cas, avec ce que je vous ai montré avant et ce que Raymond a discuté ce matin. On a l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de biomasse végétale, beaucoup de biomasse animale. Et donc là, voilà, il y a peut-être une question simplement d'échelle, où on aurait, à l'échelle à laquelle travaillent ces modèles, ça travaille une échelle d'espace assez importante, on aurait plutôt une région semi-aride. Et pourtant, dans cette région semi-aride, peut-être que les australopithèques, ils vont vraiment se concentrer sur les quelques endroits où on a, au contraire, pas mal d'eau et pas mal de végétation. Je sais pas si ça satisferait Raymond, je pense que sans doute que non, mais bon, c'est ça qui est marrant. Ça me ferait plaisir évidemment d'en discuter. Après, voilà, pour vous montrer un peu l'intérêt des méthodes, c'est que par exemple, quand on prend seulement les occurrences est-africaines, sud-africaines, et donc on ne donne pas l'occurrence du Tchad à l'algorithme, ben, il simule quand même la bande qui s'étend de l'Afrique orientale au Tchad. Donc il est quand même capable tout seul, l'algorithme, de retrouver qu'il y a une zone d'habitabilité qui plairait aux australopithèques et qui correspond bien à un endroit où on a trouvé dans le Sahel, c'est le seul point qu'on a, hein, le seul point, dans le désert du Djourab, là, au Tchad, l'Australopithecus Barel Ghazali, là, qui a été mentionné aussi par Sandrine. Donc c'est quand même des méthodes intéressantes, mais comme on l'a mentionné à plusieurs moments, je pense que c'est vraiment compliqué en termes de méthode, et il y a beaucoup de développement à faire vraiment avant que ça soit facilement réconciliable avec toutes les autres données qu'on a sur la flore, sur la faune, sur les hominidés, etc. Et je pense que ça termine ma présentation. Et si vous avez des questions, je serais heureux de tenter d'y répondre plutôt que d'y répondre, parce que c'est pas gagné. Alors, il y a une petite question par là. Merci. Juste une petite question sur la diapo sur laquelle vous parliez des traces de morsures de crocodile ou non. Voilà. Et vous avez dit, on ne sait pas si c'est des traces de découpe d'Afarensis ou pas. Ça veut dire qu'ils prenaient les os et ils les utilisaient comme outils? Non, c'est quoi la découpe? Ce que je voulais dire, c'est Oui. y en a qui pensent que c'est l'Australopithecus afarensis qui a utilisé des outils en pierre taillée qu'on n'a pas encore trouvés Oui, pour découper les carcasses, et c'est ça qui laisse les stries. d'accord. Et il y en a d'autres qui pensent que c'est simplement des traces de dents de crocodile qui ressemblent à des stries de découpe faites avec des outils en pierre taillée. C'était peut-être pas effectivement très clair la manière dont je l'ai présenté. Moi, j'avais une question sur la dernière carte que vous avez présentée, où finalement, elle semble montrer que dans le climat africain de l'époque, il y a deux zones complètement séparées dans lesquelles il pouvait y avoir des habitats compatibles avec les espèces dont vous parlez. Du coup, est-ce que c'est un biais ou est-ce que ça tendrait à penser que finalement, c'était des espèces qui étaient séparées depuis longtemps ? C'est une question hyper pertinente. On est vraiment sur des grandes questions évolutives, sur ce qu'on appelle de la biogéographie. Essayer de comprendre c'est quoi les facteurs qui vont vraiment déterminer la répartition géographique des espèces, que ce soit d'ailleurs des hominidés ou des cochons. Ça, voilà. Et c'est franchement quasiment la partie la plus compliquée du travail du paléontologue, parce qu'en fait c'est comme faire un puzzle, où sur les 100 pièces du puzzle, vous avez 3 pièces. Et en fait, vous avez un puzzle à chaque époque temporelle, et c'est pas forcément les mêmes 3 pièces aux différentes époques. Donc voilà, c'est pour moi, en tout cas, dans ma pratique à moi de la paléontologie, c'est la partie qui me paraît peut-être la plus intéressante, mais la plus compliquée, où on a le moins de données vraiment fiables. Mais effectivement, il y a des choses très intéressantes, mais comment est-ce qu'on distingue ce qui est du biais purement géologique, c'est-à-dire qu'on a les bonnes conditions géologiques pour avoir des fossiles, c'est ce qui se passe dans les grottes sud-africaines, c'est ce qui se passe dans tous les sites de la vallée du Rift est-africain. Comment on distingue ça vraiment d'un signal qui est un signal vraiment écologique, biogéographique?
Je pense que c'est compliqué. Après, je pense que c'est important, je pense que c'est Brigitte qui l'a dit, et c'est hyper important de continuer évidemment à explorer, parce qu'il y a des nouveaux sites qui vont sortir, qui continuent à sortir, qui vont peut-être justement combler un peu les espaces là où on a l'impression qu'il n'y a rien. Alors est-ce qu'il n'y a rien parce que on a donné à l'algorithme rien, et il n'a pas réussi à reconstituer, il n'a pas trouvé de zone qui collerait? Ou est-ce que si on refait tourner le même algorithme avec 2 points en plus, un en Namibie, un au Mozambique, est-ce qu'il va remplir les trous là entre l'Afrique orientale et l'Afrique du Sud? On ne sait pas vraiment. Alors par contre, ce que je peux dire, c'est que par exemple, si vous regardez la distribution des mammifères actuels, il y a plein de mammifères qui ont des distributions comme ça disjointes, qui sont présents en Afrique du Sud, qui sont présents en Afrique orientale et qui ne sont pas présents au milieu. Et c'est souvent des mammifères qui sont adaptés à des milieux arides. Un exemple, ça peut être un exemple que je connais bien, c'est les phacochères. Le phacochère, il y avait une espèce qu'on trouvait en Afrique du Sud qui a disparu récemment à cause de l'homme, et qui est toujours aussi présente actuellement en Somalie, au Kenya. Donc c'est un exemple. C'était la même espèce présente en Afrique orientale, en Afrique du Sud, et avec un trou de distribution entre les deux. Un autre exemple, c'est un petit carnivore qui a une tête mignonne, là, ce qu'ils appellent le chien à oreille de chauve-souris. Là, pareil, c'est exactement le même type de distribution. Donc il y a peut-être un biais lié aux données qu'on donne à l'algorithme, mais il y a peut-être aussi un vrai schéma biogéographique, mais je pense que pour l'instant, on n'est pas capable de répondre. Peut-être pour les 100 ans de la découverte de Lucie, on serait capable, je ne sais pas. Mais On ne sera plus là. Oui, est-ce qu'il y a des restes d'avifaune à Hadar? D'avifaune, donc les oiseaux fossiles. Alors là, vous me posez une colle parce que quand j'ai dit que je me concentrais sur les mammifères, vraiment, j'y connais rien en non-mammifères à part un petit peu les crocos. Après, je pense que très, très vraisemblablement, Raymond sait, et il y a sans doute des oiseaux à Hadar, évidemment. Si, enfin, pour les avoir vus il y a 15 jours, oui, il y a pas mal de restes d'avifaune. Après, je ne pourrais pas vous dire les taxons, mais il y en avait en tous les cas dans les tiers. Je crois qu'il y en a qui ont été trouvés récemment, mais à l'époque que je connais, jusqu'en 77, on n'en avait pas trouvé. Alors, tu m'as questionné tout à l'heure, là. D'abord, je voudrais dire qu'effectivement, faire un effort de modélisation, c'est intéressant, puisque, comme je le disais, on connaît mieux les fonctionnements du climat global, et actuellement, les modélisateurs peuvent combiner un modèle de climatologie, de paléoclimatologie, à des modèles de végétation. Alors, moi, je voudrais dire que d'abord, les biomes, ce n'est pas vraiment des végétations. Hein. C'est une vaste zone déterminée par 2 ou 3 paramètres climatiques qu'on appelle biomes. Hein, parce que vraiment. Alors, si tu veux, quand j'ai lu votre article, moi, ce qui me pose question, quand par exemple, ici, vous mettez les principales zones très favorables, eh bien, Hadar n'y est pas, Lafare n'y est pas. Alors que, bon, c'est là qu'on en a pour le moment trouvé en plus grande abondance. Et en particulier la comparaison avec Turkana, où quand même Turkana, il y a aussi 50 ans de recherche par les liquets, un peu moins dans les zones de 4 millions, mais il y en a quand même. Bon, alors pour le Djourab, ça ne me pose pas de problème, parce que tu es là dans une zone sahélienne, et à 3 millions d'années, quand tu as la calotte glaciaire au nord qui est beaucoup moins développée qu'actuellement, donc tu as des migrations d'une zonation de la végétation africaine qui est plus au nord. Donc tu as à la place du Sahel une zone beaucoup plus humide. Et on sait que toutes ces zones, quand on a étudié les derniers, disons, 100 000 ans, maintenant on a, bon, au moins la migration des zones de végétation à l'échelle des milliers d'années, elle est considérable. Donc, si tu veux, quand par exemple vous synthétisez, tu avais deux courbes. Quand tu me dis le monde de Lucie, alors entre 3,4 millions et 2,9 millions, dans la stratigraphie initialement, il y avait au moins des partages de zones. Donc, je ne sais pas comment vous faites maintenant. Quand elle a été collectée membre par membre. Et je crois que Kérid, qui a étudié cela, a montré que, par exemple, les bovidés augmentent dans la partie supérieure autour de 2,9 millions, où moi, je n'ai pas de pollen. Hein. Mais j'en ai juste après. Et donc, on voit aussi revenir
on voit revenir des forêts gelées à Turkana aussi, et dans l'Omo. Il y a 1,5 million, 1,6 million, la zone humide qui revient. Donc, si tu veux, le grand trait de l'aridité, il a été imposé par les isotopistes qui voient une courbe continue de croissance des plantes en C4. Pour l'auditoire, les plantes en C4 vont être les graminées des zones chaudes, hein, pas les graminées de montagne, par exemple. Donc, je crois que voilà, il faut regarder un petit peu plus en détail. Et alors, bon, les modélisateurs, ça, je ne sais pas dans vos algorithmes, mais moi, je me souviens qu'il y avait une modélisation, j'avais été dans un colloque sur la modélisation du Pliocène, et à ce moment-là, ils avaient pris 3-2. Hein, et donc, il y a plusieurs modèles. Il n'y en a pas qu'un. Voilà, avec différents paramètres. Donc, c'est une optique intéressante, mais quand vous aboutissez à des sortes de contradictions, que tu me mets environnements régionaux arides. Bon, dans un environnement aride, tu peux avoir une forêt riveraine, mais la forêt riveraine, elle ne va pas te nourrir 5 espèces d'éléphants, comme tu nous les as montrés, et toute cette mégafaune, quoi. Pour moi, il faut un équilibre climatique sur une assez vaste région pour avoir cet assemblage faunique. Donc, questions. Voilà. C'est des questions que vous devez retourner à vos... Je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, en fait. Hein, y a pas... je suis tout à fait d'accord qu'il faut retourner à tout ça. Après, là où je pense que peut-être ce qui te dérange, je pense, beaucoup dans ce schéma, c'est la partie, la distinction entre la zone très rouge et la zone moyennement rouge. Ça, peut-être qu'en fait, on va se rendre compte que l'algorithme, la distinction entre les deux, elle est quasi arbitraire et que ça se joue à des micro-détails et que finalement, on devrait tout colorer de la même couleur et que ça serait pas plus... Enfin, ça serait pas moins pertinent. Moi, je m'y connais pas assez en modélisation, évidemment, mais je pense qu'il faut peut-être pas trop se focaliser sur cette distinction entre ces deux couleurs-là. Et donc, si tu prends tout ça et tu considères que c'est la même couleur, ben, finalement, tu as quand même les principaux sites, mais en même temps, c'est évidemment peut-être un risque de raisonnement circulaire. On lui a donné les occurrences, donc il ne va pas modéliser que les occurrences tombent en dehors de la zone d'habitabilité des hominidés. Bah encore une fois, là, il faudrait plutôt demander aux collègues qui étaient premiers auteurs du papier. Mais c'est un concept, qui est pas, si j'ai bien compris, qui n'est pas exactement une niche écologique, parce que c'est essentiellement une congruence justement entre un biome qui est une entité à la fois climatique et de végétation et la distribution d'une espèce. Donc, est-ce qu'il y a le biome qui correspond à l'animal ou pas? Et quelle est la probabilité qu'on le trouve dans cette zone-là? Encore une fois, à l'échelle de temps, à l'échelle d'espace à laquelle il travaille, qui est une échelle assez grande. C'est pas du tout l'échelle du site, c'est pas du tout l'échelle locale à laquelle nous on travaille quand on travaille sur des pollens ou sur des vertébrés qu'on trouve à Hadar. Donc on en a déjà parlé, mais je suis pas sûr que ça soit si en contradiction que ça. Et c'est peut-être simplement lié à des questions plutôt méthodaux ou conceptuelles qu'à un vrai désaccord entre la modélisation et les données. Mais moi, je trouve ça hyper intéressant. J'espère qu'on pourra vraiment trouver une solution pour réconcilier tout ça. Et avant que j'oublie le monsieur qui m'a posé la question sur les oiseaux, ça me paraît important de préciser qu'en fait, les oiseaux, évidemment, il y a un squelette qui est très fragile. Il y a des adaptations au vol. Les os longs sont très étroits et creux. C'est pour réduire le vol, le poids de l'animal. Et à cause de ça, le potentiel de fossilisation des oiseaux est assez mauvais par rapport à des mammifères qui ont des os plutôt assez robustes, assez compacts. Donc c'est la même chose, par exemple, pour les chauves-souris. Hein. Les chauves-souris, qui sont des mammifères, hein, pas des oiseaux, je vous rassure, mais ils ont les mêmes adaptations. Il y a beaucoup d'oiseaux dans le site de l'Ardipithèque. Il y a des oiseaux dans le site de l'Ardipithèque. Mais il y a beaucoup de tout dans le site de l'Ardipithèque, y compris des cochons. Mais voilà, chauves-souris, oiseaux, on a des biais qui sont liés vraiment à la constitution du squelette, et qui vont pas dans le sens d'une fossilisation très très aisée. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être pour Antoine? Ils sont cuits là.
Bon, on a eu une belle journée, hein, c'est clair là. On a bien voyagé tous ensemble. C'est pour ça que je mets cette diapo à la fin. Normalement, c'est l'état du public à la fin des conférences. Bon, ben, merci beaucoup Antoine, merci à tous les participants, merci à tout le public présent pour vos questions, pour votre intérêt. Merci à Sandrine d'avoir organisé cette belle journée au Muséum et au CNRS, d'avoir soutenu toute cette organisation.